Bonjour, bonsoir, moi c'est Néné et je suis accompagnée de ma très chère Ndaya. Et dans cet épisode, on va vous parler d'un sujet qu'on a toutes vu un peu passer sur les réseaux. Quand on nous dit dire quelque chose sur nos amis les hommes, on nous répond toujours « Oui, mais c'est pas tous les hommes qui sont comme ça !» Voilà, donc on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Mère Ndaya, comment ça va ? Ouais, mais c'est pas tous les hommes. Tu l'as trop bien fait. Ça va. Ça va, je te parle avec mes nouveaux écouteurs high-tech. Oh là. Intégrés dans mon oreille. J'espère qu'ils vont vraiment vivre longtemps, ceux-là. Mais voilà, j'ai un nouvel équipement. Comme j'avais dit la semaine dernière, il y a 2 ordis qui m'ont lâché. Il y a mes écouteurs qui m'avaient lâché. Là, j'ai reçu mes nouveaux écouteurs. Et ça fait du bien. Nous avons une Ndaya heureuse. Oui, j'ai pu enfin réécouter ma musique. Donc ça va beaucoup mieux que la semaine dernière. Bon bah, parfait. Et toi, quoi de neuf ? Je me réjouis à la perspective des prochains beaux jours. C'est ça. Oh oui. Voilà, on a une belle petite semaine qui s'annonce à Paris, on a une belle petite semaine qui s'annonce à Londres. Je pense que ça va, hein. Ça va. Mais en même temps, on est déjà au mois de septembre, parce que le mois d'avril est passé comme ça. Donc on est déjà en septembre. À partir du moment où on commence le mois de mai... C'est la rentrée scolaire. Déjà, c'est ça. Acheter les courses de la rentrée, les cartables, les trucs, c'est maintenant. C'est ça, on commence à racheter les habits qui sont plus à la bonne taille, les chaussures, voilà. Bref, c'est la rentrée scolaire. Tout à fait. Du coup, on va pas trop s'éterniser sur savoir comment ça va, parce que ça va. On va vous parler d'un sujet, le Not All Men. Si on le traduit littéralement, c'est pas tous les hommes. Et pourquoi on a choisi ce sujet-là ? Justement, les beaux jours arrivent, les robes se raccourcissent, les jupes aussi, les jambes sont à l'air, les décolletés sont décolletés, les tototes sont à l'air. Tout n'est pas un appel à la séduction des hommes. On n'est pas là en train de se pavaner en disant « Regardez-moi, je suis une jolie proie et je suis une belle femme ». Là, on va surtout parler dans le prisme hétérocentré parce que c'est le seul qu'on connaît. On aime bien toujours le préciser. Dites-nous si vous êtes dans des relations homosexuelles, comment ça se passe, si vous avez toujours l'impression d'avoir... Ça vous arrive aussi d'être confronté à ce genre de choses, mais nous, on vous parle en tant que 2 femmes noires, hétéros, ayant grandi en Occident. Donc, quand on parle de quelque chose, on va vous dire, tous les hommes ne pensent pas comme ça, les hommes ne font pas ci, les hommes ne sont pas tous méchants, les hommes ne sont pas machins. Je suis le témoignage vivant que tous les hommes ne sont pas méchants. On refait un peu la bio rapide de Déné. J'ai grandi avec 4 frères. À ma connaissance, mes frères ne sont pas méchants. Ils se comportent plutôt bien avec les femmes. Ce sont plutôt des gentlemen. Et je dis toujours que ça a été mon plus gros problème dans la vie. Parce que du coup, quand j'ai commencé à aller faire des dates, je pensais que tous les hommes allaient se comporter comme mes frères. Tu pensais que c'était le paramétrage d'usine. Voilà, je pensais vraiment quand tu reçois ton iPhone, ton téléphone, ton ordi, il est basé la version de base. Basé sur cette fratrie. C'est la version de base. J'ai commencé à sortir et là je me suis dit, c'est-à-dire T'as dit mais eux ils sont cassés. Et donc quand tu rencontres un qui est cassé, 2 qui est cassé, 3 qui est cassé, tu te dis oula, peut-être que j'ai été protégée et mise dans une petite bulle et je ne me rendais pas compte que le dehors c'était compliqué. Et donc, quand j'ai dit que le dehors c'est compliqué, moi j'ai commencé à dater dans les années 2007-2008 parce que j'ai commencé tard, avant ça m'intéressait pas cette vie. Mais j'avais mes petits amoureux au collège, etc. Mais tout ça pour moi ça compte pas. Là, je vous parle de vraies dates où vous vous donnez rendez-vous au cinéma, vous allez boire un verre, vous allez manger une glace, une gaufre, n'importe quoi. Donc, les premières expériences étaient un petit peu complexes. Et je me suis dit, c'est difficile dehors. Et puis après, tu rencontres une personne bien. Et cette personne bien, ça se passe merveilleusement pour un date. Et puis après, la personne disparaît. Et tu te dis, mais peut-être que c'est moi.
peut-être que j'ai trop communiqué, peut-être que j'ai pas été assez comme ci, peut-être que j'ai pas été assez ça. Et puis les expériences se multiplient, et puis autour de toi, tu as des personnes qui, premier petit ami, ça devient leur mari, ils ont le père de leurs enfants, ils achètent une maison, ils font toutes les choses très très bien. T'as des gens pour qui ça prend un peu plus de temps, mais t'es entouré de personnes dont la vie s'agite, se met en forme. Et tu te dis, peut-être que j'ai un problème. Et là, tu commences à te remettre en question. Tu dis, peut-être que c'est moi qui suis compliquée. Peut-être que c'est moi qui ai provoqué. Tu rentres dans le mythe. Le fameux mythe non, mais tu penses pas que c'est toi qui es un peu trop compliqué. Voilà. Tes critères. Voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est juste sur la sphère du dating. Et de la volonté de partager sa vie avec quelqu'un. Et puis après, tu as la sphère du vivre en communauté et à l'extérieur. J'entends par là, vous montez dans le métro. Et là, soudainement, vous sentez quelqu'un qui vous colle. Et tu te dis, c'est bizarre, le métro n'est pas blindé. Il y a beaucoup d'espace. Pourquoi on vient me coller moi ? Vous passez, parce que vous portez une petite robe d'été, il fait 25, 27 degrés, vous vous sentez mignonne, voilà, vous allez au bureau, vous allez prendre un café avec des copines, vous passez devant des hommes qui sont en train de faire un ravalement de façade, et vous entendez « Jolies les petites jambes, j'en ferais bien mon 4 heures !» Et là, tu te dis, est-ce qu'on parle de moi ? Les mêmes personnes qui nous flashent leur raie des fesses, là, tous les jours. Tous les jours, en réparant les lavabos. Donc, vous avez un petit peu ça. Vous avez les hommes qui vous sifflent aussi dans la rue, et quand vous ne répondez pas, de toute façon, t'es même pas belle. Mais pourquoi tu m'as sifflé au début ? Vous avez toutes ces occurrences. Là, ce sont des occurrences, je dirais, entre très gros guillemets même, un peu mignonnes. Et puis, vous avez toutes les occurrences un petit peu plus effrayantes, où vous allez avoir la sensation que quelqu'un vous fuit dans la rue. Vous allez avoir cette sensation qu'il s'est passé quelque chose que vous n'avez pas forcément maîtrisé parce que vous avez bu un petit peu trop d'alcool. Alors peut-être que vous avez... ou sans même forcément boire de l'alcool. C'est parfois, vous êtes là, vous êtes en soirée, vous avez envie de draguer, puis au bout d'un moment, vous dites « Ah, en fait, je veux plus ». Et la personne ne comprend pas qu'il puisse avoir un stop. Vous avez peut-être entamé quelque chose, après vous vous êtes dit finalement j'ai pas envie de ça, j'ai envie d'autre chose. De la même façon que quand on est au restaurant, tu peux avoir envie de manger du poisson, et puis après tu dis bah non, je préférerais manger du poulet. Excusez-moi monsieur le serveur, j'ai changé d'avis, est-ce qu'il est possible de changer le plat ? En général, il y a aussi les situations où tu pensais que tout se passait bien, que tu avais vécu une expérience intéressante avec quelqu'un, et que c'est quand tu rentres chez toi et que tu cogites, que tu commences à te demander mais est-ce que ce qui s'est passé c'était normal ? Je suis pas totalement sûre en fait que c'était normal et approprié ce qui vient de se passer. C'est ça. Et donc du coup dans tout ça, il y a beaucoup de femmes, beaucoup parmi nous, qui ont commencé à mettre en place des petits mécanismes pour justement se protéger. Et quand on en parle avec nos amis de la jante masculine, ou avec nos amis parfois féminines qui sont en couple depuis très très longtemps et qui ne connaissent pas le dehors comme nous on peut connaître le dehors, parce que nous sommes parfois nos meilleurs ennemis, elles vont te dire « Oh mais t'abuses !» Bah non, je suis désolée, je n'abuse pas. Quand quelqu'un rentre dans mon immeuble que je n'ai jamais vu, et quand bien même je ne vois pas tout le monde de mon immeuble, mais je commence à reconnaître un petit peu les têtes, et tu vois quelqu'un qui habite là ou pas, qui te suit, ou toi tu fais un petit temps de pause, tu sens que la personne aussi fait un petit temps de pause, tu fais ci, voilà, tu trouves ça un peu étrange, et tu te dis, ah bah peut-être que je vais faire semblant de, oh j'ai oublié d'aller acheter du pain à 20h, vite, il faut que j'aille à la boulangerie, parce que c'est pas normal. Quand tu ne dois pas faire toujours le même trajet, parce que tu te dis en faisant le même trajet, je me mets potentiellement à risque pour quelque chose, en prenant toujours les mêmes horaires. J'ai un ami qui a fait l'armée qui m'a dit, tu sais, quand tu fais ton itinéraire le matin, ne prends pas toujours le même bus, ne prends pas toujours le même train, ne prends pas toujours les mêmes choses. Ce qu'il dit, ça c'est pour les prédateurs, c'est le rêve. Parce qu'on sait très bien que cette fille, tous les matins, elle va prendre le bus de 7h32. Ensuite, arrive à la gare, elle va prendre le train de 7h45. Et ensuite, à 7h45, elle va arriver à tel endroit, à telle heure, en fonction du trajet. Et puis ensuite, elle va aller ici, elle va aller faire ça. Donc, c'est bien d'avoir... Est-ce que je peux relever un point sur ce que tu as dit ? C'est un truc que j'ai toujours trouvé fascinant. C'est que quand une femme va se plaindre de ce genre de choses par rapport aux hommes, eh ben, je trouve que les hommes, en général, ils vont facilement... Que ce soit un homme... bon, mauvais, hein, j'en sais rien en fait, parce que je peux pas sonder les âmes des gens. Mais peu importe la personne, ils vont avoir cette facilité à dire non mais t'exagères, non mais il y a ça, non mais il y a truc. Comme s'il y avait une notion d'autopréservation, tu vois. Genre c'est un réflexe automatique de se dire non tu peux pas dire ça, non c'est machin, non mais en fait nous on est comme ça. En fait je me dis que ce que je trouve incroyable c'est que autant ils sont capables de faire ça, mais autant
ils sont capables eux-mêmes de te dire, il faut que tu mettes telle chose en place, il faut que tu fasses telle chose en place, parce qu'il y a des prédateurs. Et quand ils disent les prédateurs, ils savent de qui ils parlent. Exactement. Tu vois, en fait, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont tendance eux-mêmes à se contredire. Mais il y a toujours ce mécanisme. Et c'est pour ça, en fait, que je me dis que c'est intéressant d'avoir cette conversation sur le Not All Men, parce que parfois, je sais que moi, je peux être très vindicative quand je vais expliquer des choses qui sont intenses à la jante masculine et qu'on va me contrer. Je vais vite rentrer, en fait, dans quelque chose qui est vraiment... Ça va être épidermique. Et en fait, j'avais juste besoin de remettre ça en perspective, que souvent, en fait, c'est juste un mécanisme de défense pour eux, alors que quand tu regardes, quand tu observes la manière dont ils vivent leur vie, quand tu vas observer la manière dont ils vivent avec les femmes, ce seront les mêmes personnes qui vont te dire, tu vois, un ami proche à toi, par exemple, il va te dire, non, mais Néné, en fait, il est telle heure, laisse-moi te raccompagner chez toi. Tu vas lui dire, mais pourquoi oui. Pourquoi T'as dit que c'est pas tous les hommes. Alors pourquoi tu veux me raccompagner le soir? Non, même ça va être le même papa qui va dire à sa fille, non, je peux pas te laisser truc parce que les garçons, ils ont comme ça. Ah bon? Mais pas tous les hommes. C'est ça, mais en même temps, je peux te mettre un contre-Kems sur ce que tu viens de dire, parce que ce même ami que tu considères comme un ami où tu n'as jamais vu le mal, c'est peut-être cette personne-là qui va te faire du mal. Et donc, du coup, ce qui est très difficile quand on est une femme et qu'on évolue dans ce monde, tu ne sais pas trop comment te positionner pour pas être ni trop vindicative, ni trop naïve, ni trop extrême. En fait, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Après, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut absolument faire confiance à son sixième sens. On a tout un petit quelque chose à l'intérieur où quand vous sentez que quelque chose est off, ça se sent, ça se voit. De la même façon que quand je vois mes amis, mes nièces, mes cousines, machin, je leur dis, dans le métro, dans le train ou quoi que ce soit, ne jamais mettre son volume à fond. On ne fait pas ça dans les transports en commun, parce que si jamais il se passe quelque chose en plus avec tous ces casques qui sont à réduction de bruit, machin, etc., tu ne te rends compte d'absolument rien. Donc, tu peux être en train de marcher et ça arrive, tu sais, tu marches et t'entends des gens qui parlent derrière toi. Si tu prêtes pas attention, ça se trouve, ils sont en train de faire un plan sur ta tête. Peut-être que je suis un petit peu parano. Non, moi je suis d'accord avec toi, c'est aussi un truc que je fais. Il faut pas prendre de risques. Et c'est vrai qu'en ayant grandi avec des frères qui étaient des gentlemen, qui te t'ouvrent la porte, qui emmènent les filles en date, qui payent tout, et qui n'attendent pas forcément quelque chose en retour, qui respectent aussi parfois qui respectent le timing des filles avec qui ils sortent. C'est là on est parti là-bas, machin, on s'est tenu la main, elle voulait pas de bisous, j'ai pas insisté, et puis je suis revenue, puis le lendemain, ça va, t'as passé une bonne nuit, machin. Tu sais, quand tu vois tout ce cheminement plutôt sain, je ne dis pas que mes frères ils sont parfaits, ils ont sûrement fait des erreurs, mais quand tu vois tout ce cheminement plutôt sain, tu te dis, mais pourquoi ils sont pas tous comme ça? Parce que la vie serait tellement plus facile si on était capable d'entendre le non. Après, je dis ça, mais en tant qu'adulte, j'ai aussi beaucoup de mal avec le non. Je n'aime pas qu'on me dise que tu ne peux pas faire quelque chose. Tu peux pas faire ci. Tu peux pas aller comme ça, machin, etc. Alors, avoir du mal avec un non, ça je peux comprendre. Hein. C'est le premier truc qu'on apprend quand on est enfant. C'est la frustration de... moi je voulais manger un dessert et pas un repas du midi. Bah t'apprends le non. Enfin, tout le monde sait que c'est frustrant quand on peut pas faire ce qu'on a envie de faire. Mais ça nous pousse pas, ça pousse pas la majorité des gens à commettre des crimes. C'est là où il y a un gros problème et c'est là où il y a vraiment un travail à faire sur un genre en particulier. Sans vouloir l'incriminer, mais tu sais, une fois j'avais une conversation, je sais même plus c'était avec qui, où j'étais en train de parler du Not All Men, et que la personne me disait mais tu peux pas dire ça et tout, parce que c'est vraiment imagine pour quelqu'un qui agit correctement, de lui dire que c'est un potentiel criminel, un potentiel violeur, etc. T'imagines la violence de ça. Et en gros, je me disais, mais j'ai essayé de faire un comparatif, genre, ok, toi, on te dit, fais attention aux requins, parce que les requins, ils mangent des humains. Est-ce que tu penses qu'il y a des requins qui vont sortir de la mer et qui vont dire, moi, j'ai jamais croqué un homme. Pourquoi vous mettez ça sur mon dos, genre, pourquoi vous me mettez dans la sauce? Moi, de mon vivant... Wallahi Belay, Hakabi, j'ai jamais croqué un homme. Et tu viens, tu dis, moi et mes frères, on est des mangeurs d'hommes. Je vais pas te laisser dire ça, tu vois. Pour moi, c'est vraiment ça, quoi. En fait, c'est juste du RP. Et je trouve ça tellement incroyable, en fait, que à chaque fois, quand il s'agit des questions des questions autour du féminisme, des questions sur les droits des femmes, des questions sur
la manière dont les femmes appréhendent l'espace, etc. Soit on s'invente des films, soit on en demande trop. C'est toujours un grand débat de non, en fait, ce que vous dites, c'est pas valable, laissez-moi vous expliquer ce que vous vouliez dire. Et, Oui. et ça me fait penser à un passage que la rappeuse Kazé a dit dans une interview. Et franchement, à chaque fois qu'elle fait des interviews, c'est tellement poignant, c'est tellement direct, c'est clair. J'aime trop sa manière de parler. Où en gros, elle expliquait que, là, ça n'a rien à voir avec le Not All Men, mais elle parlait de racisme. Où en gros, elle disait, les gens qui sont victimes de racisme sont en colère, et les personnes qui ne sont pas victimes de racisme passent leur temps à leur dire Qui devrait pas être alors en moi colère. je refuse, même pas. Il leur dit je refuse d'entendre ta colère de cette manière parce que quand tu es en colère de cette manière, moi ça me met mal à l'aise dans mon petit cœur. J'aimerais que tu me prennes la main pour m'expliquer comment tu souffres plutôt que d'être aussi agressif. Parce que, et en gros, elle dit, voilà, quand tu es en colère, en fait, la tactique numéro 1, en fait, des personnes qui sont non concernées, c'est de dire que tu ne sais pas raisonner, que tu n'es pas raisonnable, etc., qu'on ne peut pas associer le fait d'être en colère et d'être intelligent et d'être intelligible. Et je suis trop d'accord avec elle. Et pour moi, il faut toujours faire le comparatif, en fait, quand on parle de système d'oppression et d'oppresseurs. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes, en fait. Pour moi, quand tu dis que Not All Men, c'est trop vindicatif, c'est pareil que les gens qui disaient on peut pas dire Black Lives Matter, because what about white people? What about brown people? Il faudrait dire All Lives Matter. Et je me dis, franchement, le Not All Men, c'est l'équivalent de All Lives Matter pour moi. Je peux pas l'accepter. Et en plus, moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que quand on fait ce genre d'accusation, la fraternité va faire que les hommes vont beaucoup se défendre avant même d'avoir tous les faits. Ils vont tout de suite dire « Oh non, c'est pas possible, moi je le connais, c'est un mec bien. » Ça n'empêche pas Et que ça, ce c'est soit un truc très... dont je rêve, Néné. Oui, et tu vois, Je te jure, j'en rêve pour les femmes, c'est ça que je veux. ça n'empêche pas que ce soit une bonne personne, c'est juste que ça n'a pas été une bonne personne avec cette femme-là. Et peut-être une autre, et peut-être une autre, et peut-être une autre. Par contre, là où quand on va accuser une femme, la sororité fait que parfois t'es là genre bah ouais mais t'as vu comment elle était, t'as vu que ceci, machin. Comme on dit en Tu sais anglais... ce que j'ai noté avec les femmes? J'ai l'impression qu'elles ont plus tendance à dire tu sais quoi, je l'ai jamais senti cette femme. Ça m'étonne pas. Mais c'est ça, c'est ça. J'ai l'impression qu'on a cette facilité à dire ça plutôt, ouais. Plutôt que de défendre et de se dire présomption d'innocence, tout ça, ça vole par la fenêtre. Voilà, et en fait le truc c'est que dans ce truc-là, et comme ils le disent très bien en anglais, I am my sister's keeper. Ça veut dire que là où est ma sœur, moi je suis censée la protéger. Vous sortez entre copines, et je sais que les hommes se moquent beaucoup du fait que les femmes, quand elles vont aux toilettes, elles vont jamais aux toilettes seules. Mais parfois, quand tu vas aux toilettes seules, il y a quelqu'un qui t'attend dans les toilettes. Et mais tu peux comment pas ils te pourraient défendre. le savoir? Puisque ce sont la plupart des gens qui se plaignent de ça, là. Ce sont des hommes hétéros qui n'ont jamais été dragués, entre giga-guillemets, par un homme. Donc comment ils pourraient comprendre pourquoi on se ligue comme ça, là, coude contre coude? C'est ça. Et donc, t'as ce côté-là. Là, il y a un scandale qui est éclatant en France parce qu'ils se rendent compte que dans les piscines publiques, il y a un taux de voyeurs et d'agressions sexuelles record. Parce que t'es là en train de te changer et tout, et il y a une femme qui témoignait et qui disait que en fait elle était en train de se changer après sa petite séance de piscine ou avant, et elle voit un bout de sac qui dépasse, parce que parfois t'as des vestiaires qui sont mixtes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle voit elle voit un bout de sac qui dépasse de son vestiaire, machin, elle fait pas attention, et puis soudainement quand elle regarde vers le bas du sac, elle se dit tiens c'est bizarre, on dirait une petite lentille et tout machin, et en fait quand elle se penche, elle se rend compte qu'en fait c'est un téléphone qui est en train de la filmer. Donc ça, en termes d'agression, c'est très désagréable, mais tu sais, c'est pas aussi marquant qu'un viol. Mais ça reste quelque chose où on s'incruste. Il y a toujours violation, en fait. Ouais, voilà, on vient se mettre dans ton intimité alors que tu n'as invité personne. Et en fait, ce que je trouve très, très difficile dans ça, c'est que tu te dis que même si on veut uniformiser, on veut la mixité, on veut pas accuser tout le monde, force est de constater qu'en faisant ça, malheureusement, t'as beaucoup de gens qui en profitent. Et aussi, faut pas imaginer que ce sont que les hommes grands et forts qui vont abuser.
qui vont agresser des femmes, etc. Parfois, tu as des petites personnes... Ah oui, là, on est bien d'accord. Parce que qui vont taper leurs femmes, qui vont agresser des jeunes filles des femmes, pas forcément des jeunes filles qui vont agresser des femmes dans le métro. Il y a tout type d'agression pour tout type de profil. Il n'y a pas un profil type d'homme qui agresse. Et parfois, la personne qui a l'air d'être le gendre parfait, qui a l'impression... c'est souvent celui qui s'en sort le mieux. Qui réussit tout et qui fait tout. On est bien d'accord, mais l'agresseur typique, il n'y a pas d'agresseur typique. Il vient pas particulièrement du Maghreb, il n'y a pas une zone géographique dans le monde ou quoi que ce soit, faut pas commencer à s'imaginer ça. C'est ça, parce que en fait, à un moment donné, tu sais, quand ils parlaient beaucoup des agressions que certaines femmes pouvaient subir, ils aimaient bien préciser, la personne était fichée S, la personne était de telle zone, la personne était sous OQTF, la personne elle était la personne, mais bizarrement, quand l'agresseur était un monsieur qui venait de la Corrèze, bien franchouillard comme ils aiment bien, on ne précisait pas quelle était la personne, ou on se force à voiler son nom. Alexis M. On préserve, alors que là, on préserve son identité parce que c'est important pour la présomption d'innocence, tout ça, vous comprenez pas. Voilà. Sauf que la présomption d'innocence, ça marche pour tout le monde. Il y a beaucoup de cas aux États-Unis, et je pense qu'en France, il doit en avoir aussi, de personnes qui ont été condamnées à perpétuité sur des crimes qu'ils n'ont jamais connus. Et quand tu réouvres leur dossier, il y a des petites incohérences ici et là, et tu te dis, oh là, mais tu peux foutre la vie de quelqu'un en l'air. Donc je suis d'accord que accuser quelqu'un ne vaut pas jugement, et qu'il y a des enquêtes qui doivent être faites. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça peut prendre du temps. Ça prend trop de temps. Psychologiquement, pour une victime, je pense que c'est très compliqué à vivre, où on remet sans cesse ta parole en question. Mais quand quelqu'un pour le parle, petit pourcentage de victimes qui décident de suivre cette route en plus. Voilà. Mais quand quelqu'un parle, pourquoi on ne partirait pas du principe qu'elle dit la vérité, quitte à ensuite dire en fait, là, j'ai une petite incohérence. Là, j'ai une autre incohérence. Là, j'ai une autre incohérence. Est-ce que tu peux m'expliquer ces incohérences ? Parce que quelque chose qui est très clair, ça s'énonce tout à fait clairement. Et même si on peut dire, elle était troublée par l'émotion, etc. Et je pense qu'il y a certains inspecteurs qui sont quand même formés à ça. De la même façon que quand vous allez à la police, vous avez les polices aux douanes, ils savent détecter certains comportements. Ils se disent, ce comportement, il est chelou. Mais une autre personne va dire la même chose en passant, ça va pas alerter leur... ça va pas tiquer de leur côté. Ils vont se dire, oui, bon, ça c'est ok. Mais sur une personne, ils vont se dire, ça c'est bizarre et tout, il y a des choses, on va devoir approfondir. Moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver à la douane et on me dit, passez là, on va vous interroger un peu plus, tu vois. Puis je dis, ok. Il y a le hasard, il y a peut-être que j'avais l'air stressée ce jour-là, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais quand il y a beaucoup de choses, et il ne faut pas oublier qu'il y a un critère qui est super important, parce que là, on est en train de partir du principe qu'on a une justice qui est exemplaire, mais la justice, elle ne l'est pas, parfois. Et on a affaire à des humains qui ont aussi leurs préjugés, qui ont aussi leur éducation, leurs valeurs, qui vont faire qu'ils vont voir ta tête, et remplis par leurs préjugés, ils vont se dire, peut-être que cette personne, elle a de mauvaises intentions, et c'est toi qui vas prendre et qui va être mis sur le côté. Donc, ça aussi, ça pourrait être tout un sujet à part, mais oui. Exactement. Et là, on va rentrer dans des exemples un peu plus concrets, parce que le not all men, c'est pas forcément que les agressions sexuelles, ça peut être aussi la dépendance financière, ça peut être les agressions physiques, le harcèlement physique, le harcèlement moral, ça peut être beaucoup de choses. J'ai un exemple d'une histoire que j'ai lue juste avant d'enregistrer, et ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc, c'était sur Twitter. On trouve des bonnes choses et des mauvaises choses, mais surtout j'en ai trouvé plein aussi. Voilà, des choses qui agacent. Donc, grosso modo, c'est un tableau, c'est les opinions pas trop populaires sur les papas nigérians. Racontez-moi votre histoire de papa nigérian la plus ouf, et ne me dites pas que il a abandonné sa famille... quand vous étiez bébé, votre papa est parti, il est jamais revenu. Parce que apparemment, c'est un classique. Donnez-nous les pires histoires. Voilà, oui, voilà. Apparemment, ça, c'est un classique. On veut vraiment quelque chose de croustillant. Et pas que dans ce pays. Et pas que dans ce pays. Eh bien, dans cette histoire-là, donc la jeune femme expliquait qu'en fait, son papa et sa maman, ils étaient tombés amoureux très très rapidement, qu'ils se sont mariés, qu'ils ont eu 3 enfants, qu'ils ont emménagé ensemble, etc. Le papa est parti... la maman était celle qui gagnait l'argent dans la maison.
Le papa travaillait des petits bouts ici et là, mais son rêve, c'était d'aller en Europe. Et en plus de ça, il a eu des enfants avec sa femme, donc 3 filles, mais il rêvait d'avoir un garçon. Sa femme n'a malheureusement pas pu lui donner un garçon. Alors, on va vous expliquer la femme génétique. Incapable. La génétique, ce sont les hommes qui déterminent le sexe de l'enfant. C'est pas les femmes. Merci pour les rappels. Mais, petit rappel, juste vite fait. Donc, ils n'ont que des filles, bref, machin, etc. La maman travaillait d'arrache-pied, elle a économisé de l'argent en se disant, bon bah voilà, avec mon petit boulot, on va mettre de l'argent de côté. Lui, il veut aller en Europe pour qu'on ait une meilleure vie. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Donc, on va l'envoyer lui. Une fois que lui va se stabiliser là-bas, il va nous rapatrier, moi, son épouse et les enfants. Et on va continuer notre vie là-bas et on va faire comme on fait ici. On va se débrouiller petit à petit, on va monter. C'est déjà très... J'ai déjà envie de dire à la dame, ma belle. Déjà. Ma belle. Et donc, le monsieur est arrivé en Espagne. Il a rencontré une Espagnole. Après 6 mois, il appelle sa femme pour lui dire que de toute façon, il ne l'a jamais aimée. Que limite, genre, il lui a dit t'es pas belle, machin, etc. Bon, j'exagère peut-être un peu. Ouais, franchement, s'il a fait ça, c'est vraiment un gamin, quoi. Niveau collège, quoi. Voilà. Il a dit, de toute façon, t'es moche. Voilà. Et donc, du coup, que lui et son espagnol, ils allaient se marier, que ça allait l'aider pour avoir les papiers, blablabla. La maman était déboussolée, bien sûr, pendant 24-48 heures. Et puis après, elle s'est reprise. Elle a dit, de toute façon, je suis une femme capable. Elle a pris elle et ses enfants. Elle a déménagé de la maison familiale. Elle a pris son appart de son côté. Elle a coupé les ponts avec sa famille parce qu'elle a d'abord essayé de raisonner sa belle famille, d'essayer de lui donner des conseils. Toute la belle famille disait que l'homme avait raison. Elle a dit, comme tout le monde est avec lui, laissez-moi prendre mes enfants. Je vais m'asseoir ailleurs. Sauf que le Dieu que l'on prie ne dort jamais. Cet homme-là, la femme, a refusé de l'épouser. L'Espagnol a refusé de l'épouser parce qu'elle s'est rendue compte que c'était peut-être pas vraiment un mariage d'amour, c'était peut-être un mariage de papier, ou elle le trouvait pas sincère, ou peut-être que sa famille n'allait jamais l'accepter, et qu'elle, du coup, elle s'est rangée de sa famille, bref. X, Y, Z. Et donc, il a appelé sa famille parce qu'il a été déporté, il allait être déporté. Ils l'ont renvoyé au Nigeria. Quand il arrive dans la maison dans laquelle il vivait avec sa femme, bizarrement, il trouve personne. Il demande à sa famille, mais où est ma femme? Où sont mes enfants? Mais où est la femme moche qui arrivait pas à me donner des garçons? Elle m'attend pas? Et voilà. Et depuis, il a commencé à chercher sa femme en disant, pardon, je ne sais pas ce qui m'a pris. La femme et les enfants, j'imagine. Là, d'un coup, il s'est rappelé qu'il avait des enfants. Hein. Je ne sais pas. Et la personne qui raconte l'histoire, donc c'est la fille de cette dame-là qui a dit, ma mère n'a jamais cédé et je ne la remercierai jamais assez parce qu'en fait, elle nous a donné un exemple de choses qu'on ne peut pas accepter. Et même si ça a été dur pour elle, elle n'a pas cédé. J'ai tellement de commentaires. Non, mais tu vois, en fait, ça fait vraiment, t'es disposable, quoi. Genre, ouais, je t'aime bien, tout ça, tellement de notes, c'est sympa. Et après, genre, bye. Parce que j'ai trouvé mieux. C'était pas une partenaire de vie qui cherchait, c'était un vaisseau. Et franchement, j'aimerais vraiment qu'en tant que femme noire, on fasse vraiment une déconstruction du mariage. Parce que plus le temps passe, et plus je me dis qu'en fait, le problème, c'est pas... En fait, je me demande si le problème en soi, c'est pas le mariage et l'image qu'on a de ce que le mariage est censé être. J'ai l'impression qu'on a des versions complètement différentes de ce qu'un mariage est censé être et qu'on se base souvent sur quelque chose qui date d'une époque où on était soit paysan, soit seigneur, soit que sais-je en fait. C'est une époque qui est très féodale et je comprends pas, parce que là, en fait, j'ai l'impression qu'on parlait d'un homme qui ne parlait pas à une partenaire de vie. Il parlait à celle qui allait pondre ses enfants et qui allait participer aux tâches du foyer, et puis c'est tout, quoi. On parle pas de quelqu'un avec qui il s'imaginait faire sa vie, avec qui il y avait vraiment quelque chose, une relation qui commençait en dehors des enfants, en dehors du fait d'avoir une descendance. En plus, j'ai pas l'impression que c'est la semaine dernière qu'on a parlé de ça, des hommes qui disent « je veux à tout prix avoir des enfants pour avoir une descendance. » Et transmettre mon nom sur des générations à venir, parce que je suis un grand explorateur. Exactement, un conquérant. Un conquérant, merci. Parce que là, il allait conquérir juste en Europe.
En Europe, tu te rends pas bien compte, à multiplier des foyers. Et en fait, c'est ça aussi un truc. C'est que là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais si on regarde autour de nous, et c'est pas que dans les familles africaines, parce que regardez Mitterrand. Voilà, on va pas se mentir. On va pas aller très loin. En fait, c'est de se dire que cette proportion d'hommes qui sont capables d'avoir des enfants dehors, d'abandonner leurs enfants, de renier des enfants parfois. Et tu as des études qui sortent aux États-Unis qui te disent que dans les foyers, les pourcentages de femmes seules par ethnie, et il y a un taux qui explose chez les femmes afro-américaines, où tu as peut-être 50% qui sont des familles monoparentales avec que la maman, et tout le monde va dire, mais vous les femmes, remettez-vous en question, revoyez vos critères à la baisse, vous êtes peut-être un peu trop exigeante, vous en attendez peut-être trop, machin, etc. Tu dis, ben non, mais moi, c'est toujours la réaction numéro 1, ouais. Voilà, moi en tant que femme, je me bats pour élever un enfant, je fais pas toujours bien, peut-être que parfois mon enfant va se retrouver dans des fréquentations qui ne sont pas bonnes, etc. Et que ça va impacter sa vie, mais moi j'ai élevé cet enfant seul. Mais par contre, l'homme avec qui j'ai fait cet enfant, personne va le chercher. Personne va lui dire, au fait, Jaron, pourquoi tu as laissé Leslie toute seule avec ce bébé? Oh, pourquoi Jaron? Jaron, c'est mon neveu, c'est un gentil garçon. Oh, pardon, Jaron is such a good boy. Pardon. Bon, je sais pas, Jared. on va rester dans les not Jared. Mais tu vois, on va jamais tourner le truc en se disant, qu'est-ce qu'on a raté dans l'éducation de nos hommes, qu'est-ce qu'on a raté dans l'éducation de nos fils, où ils pensent que c'est normal d'abandonner une femme et un enfant. Leur progéniture comme ça, voilà. Et en plus, on n'a même pas besoin d'aller jusqu'aux États-Unis, parce que rappelle-toi, quand on a eu... il y a eu beaucoup de débats autour du fait que Macron avait parlé de relancer la natalité en France, etc. Et que déjà, de un, la première réaction, c'était les gens qui lui disaient, bon, tu peux commencer, toi, d'abord. Toi, d'abord. Et de deux, on parlait du fait qu'il y a tellement d'autres problèmes qui doivent être réglés. Le fait que les enfants placés en France, en fait, sont dans des situations catastrophiques. Le fait que le coût de la vie ne cesse d'augmenter, qu'on travaille tous 40 heures par semaine minimum, etc. Bref, comment tu crées une famille? Et il y avait aussi ces conversations sur le fait qu'il y ait beaucoup de familles monoparentales, etc. À qui la faute, machin. Comme tu le disais, en fait, des femmes qui ne savent pas choisir leur partenaire, etc. Et le débat, en fait, c'était justement ça aussi. C'était le fait de responsabiliser les hommes, en fait. Je pense qu'il y avait eu tout un débat sur le fait de faire respecter la garde alternée, dans le sens où, quand il est question de garde alternée avec des parents séparés, on se retrouve souvent dans des situations où on a un père qui ne paye pas la pension alimentaire et qui ne respecte pas son temps de visite. Pas qu'il ne le respecte pas du style, je prends mes enfants, je devais les avoir 2 semaines, je les garde 3 semaines. Non. Si tu devais les avoir 2 semaines, tu n'es pas venu. Et le nombre de témoignages que j'ai lus, de personnes qui disaient, mais... Moi, mon père, chaque semaine, il nous faisait le même sketch. Il disait qu'il allait venir. On l'attendait pendant des heures. Ma mère, elle serrait les dents, etc. Elle essayait d'être cool avec nous et de ne pas le critiquer. Elle nous disait, non, mais peut-être qu'il a eu un empêchement. Peut-être que ceci, peut-être que cela. Mais derrière, il va aller pleurer chez toutes les personnes qu'il va pouvoir rencontrer et croiser dans sa vie et dire, oui, mon ex-femme, c'est une sorcière, elle ne veut pas que je voie mes enfants. Et toutes ces choses... Laisse-moi rebondir là-dessus. Parce que... quand on prépare nos épisodes, bien sûr, on cherche sur nos téléphones, machin, etc. Et parce que TikTok nous écoute très bien. Yes. Je suis tombée sur le contenu de cette jeune femme qui disait que elle a eu son enfant avec un homme qui se sont séparés, mais maintenant c'est elle qui paye tout pour son fils, etc. Et que son fils savait très bien que tout ce qu'il faisait, c'est parce que c'est sa mère qui payait. Et en plus, la première vidéo que j'ai vue d'elle, c'est qu'elle disait que grosso modo, en fait, elle avait son enfant du lundi au vendredi, qu'à partir du vendredi soir jusqu'au dimanche soir, son enfant était chez son père et que elle, ça lui permettait d'avoir tous les week-ends. Et donc, elle réagissait à quelqu'un qui disait, oui, ça va, c'est cool pour toi, parce que tu as tous tes week-ends. Alors, elle a dit, écoutez, je vais vous expliquer. Oui, j'ai tous mes week-ends, mais moi, je vous donne ma journée type. Le matin, je me réveille à telle heure. Je fais ça. En sachant que l'école de mon fils, elle est à une demi-heure, 45 minutes. Je vais déposer mon fils à l'école. Je reviens. Je m'occupe, je travaille, machin, la journée, machin et tout. Le soir, il va peut-être un peu à l'étude, mais ça veut dire que moi, 17h, je dois quitter mon boulot, 17h, 17h30, pour aller le chercher à l'étude. Je vais chercher mon fils à l'étude.
Mais pendant la journée, j'ai préparé son sac de foot parce qu'il a foot à 18h30 et le foot, c'est à mi-chemin entre la maison et l'école. Donc tu vas récupérer l'enfant, il fait son entraînement foot 1 heure, 1 heure et demie. Tu attends sur le parking parce que tu n'as pas le temps de rentrer, déposer un truc, revenir pour chercher ton enfant parce que c'est une perte de temps. Tu récupères l'enfant, tu le ramènes à la maison, tu lui dis « Oh là là, à la douche, vite fait, tu fais tes devoirs. » Pendant que lui fait ça, moi je fais à manger, machin truc. 20h30, l'enfant il est couché. Mais son papa, il n'a pas tout ça. Le week-end, c'est grasse mat le samedi, grasse mat le dimanche. Et il me dit, oui, mais pourquoi tu dis que toi tu payes ci, que tu machin, etc. Il dit, mais je vois pas pourquoi moi je devrais porter le fardeau et protéger son père du fait que il paye pas pour son fils. Elle dit, j'aurais pu me battre pour avoir une pension alimentaire, j'aurais pu me battre pour machin, etc. Elle dit, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que je me débrouille, je ne comptais pas sur lui pour élever mon enfant, etc. Parce que ça reste notre enfant, mais je comptais pas sur lui et j'ai préféré avoir la paix. Elle a dit, c'est mon choix. Il y a des femmes qui veulent se battre pour une pension alimentaire, pour une garde plus équitable, etc. Elle a dit, on est passé par nos bas, je ne rentre pas dans les détails, mais là on a une relation à peu près saine. Moi, je suis apaisée. Et je ne vais pas me battre sur certains sujets, je me bats sur d'autres, mais pas sur celui-là. Mais mon fils sait que s'il a une nouvelle paire de baskets, c'est maman qui l'a acheté et que c'est pas papa qui a donné l'argent pour acheter la paire de baskets. Et puis c'est comme ça, c'est tout, parce que c'est la moi, franchement, je respecte son choix, hein, mais j'aurais tellement pas fait les choses de cette manière. Comme elle l'a dit, elle a dit que c'est ça qui lui apportait de la paix, et je suis tout à fait d'accord avec elle, qu'elle cherche la paix. C'est ça le plus important pour pouvoir élever ses enfants seuls. On va pas se mentir, la priorité, c'est que tu trouves la paix là où tu peux la trouver. Exactement. Et éviter les conflits au maximum. Et moi, ce que je remarque, parce que j'ai eu une situation où j'ai une amie proche, en fait, qui est mère célibataire, où on a souvent ces conversations de, pour l'instant, l'enfant est petit, il a moins de 10 ans, etc. Il y a certaines choses qu'il ne comprend pas et que tu peux encore, que tu peux masquer. Mais je me dis que quand il va arriver à un certain âge, parce que j'ai l'impression que les pères oublient ça, en fait, en tout cas les pères qui mentent, j'ai l'impression qu'ils oublient qu'à un moment donné, cet enfant va grandir, il va poser des questions pertinentes, et si vous ne lui donnez pas des réponses claires, il va trouver les réponses. Et la vérité finira toujours par sortir. Tout à fait. Moi, mon problème, c'est que la vérité, des fois, elle met du temps à sortir. Donc, je vais pas te mentir qu'à partir du moment où je me rends compte que le géniteur de mes enfants, il agit comme ça, je vais tout faire pour avoir des traces écrites. Tu vois, comme quand avec ton employeur, il commence à faire n'importe quoi, tu dis, je vais garder des traces de mails de tout ce que mon employeur a fait. Comme ça, quand ce sera le moment d'aller au prud'homme, il va sentir. Et bien, pour l'homme, c'est pareil. Je me dis, même si je suis en mesure de payer mes factures toute seule, même si dans ma tête, je me dis par fierté, par rapport à mes valeurs, à la manière dont on m'a éduquée, etc., je vais serrer les dents et je vais tout faire, je vais m'occuper de mes enfants et ils le sauront. Je serai prête à faire ça et en même temps à aller grappiller chaque centime qui est dû à mon enfant. J'aurais même préféré faire ça et mettre tous les centimes que cet homme va me verser de côté pour mes enfants. Parce que, parenthèse, on aime beaucoup dire, oui, les dames veulent toujours récupérer la pension alimentaire pour aller au restaurant, etc. Non, le coût de l'éducation d'un enfant, c'est énorme. Et la pension alimentaire, elle couvre à peine ça, donc on va pas se mentir. Mais je préférerais faire ça au fur et à mesure des années. Je préférerais même forcer le respect de la garde partagée pour que mon enfant ait tous les éléments en main. En tout cas, tous les éléments qu'il est capable de supporter et d'intégrer selon son âge, qu'il les a en main dès maintenant. Et quand il grandira et qu'il posera des questions, etc., et qu'il commencera à dire, parce que je sais que les enfants ont tendance à faire ça, ils vont avoir un parent préféré, à un moment donné, ils vont grandir, ils vont retourner leur veste et se dire, mais en fait, l'autre parent, il me dit ça, etc., qu'est-ce que tu m'as caché, qu'est-ce que t'as pas fait? Et je me dis, il faut toujours penser à ce moment-là. Moi, j'ai pas envie qu'un jour, cet enfant se réveille et se dise, ouais, mais papa il dit que à l'époque si on se voyait pas, c'est parce que toi tu lui avais dit ça, etc. Et là tu sors ton classeur là que t'as rempli pendant 10 ans, tu lui dis regarde, ça c'est ordre du juge qui dit que ton père il doit venir parce que j'ai dû aller voir un juge pour que ton père aille te voir. Je suis vraiment désolée, je sais que ça va te faire mal d'entendre ça mon chéri, mais voilà la vérité. Ramène ces documents à ton père. Discute-en avec ton père. Voilà ce que ton père te versait. Tiens, d'ailleurs, je vais te donner les relevés bancaires. Voilà l'argent qui t'est dû maintenant. Voilà tout l'argent qu'il a mis sur ton éducation depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Et fais le comparatif avec tout ce que moi j'ai fait. Et quand ton cœur sera apaisé, on pourra discuter. Franchement, moi, je préférerais largement faire les choses de cette manière. Et là, je prends vraiment l'exemple de l'argent, mais il y a tellement d'autres choses, en fait. Il y a plein de choses qui peuvent faire que
la relation avec l'autre parent se soit mal passée, mais moi je le sais dans ma famille, en fait il y a des enfants qui ont grandi sans leur père, et je sais la manière dont ça les affecte. Euh, je me dis, ouais, au fur et à mesure, en fait, quand ces enfants ont 5 ans, quand ces enfants ont 10 ans, quand ces enfants ont 15 ans, ils ont des réflexions qui sont complètement différentes, et ils ont besoin d'avoir tous ces éléments, même si ça fait très mal, même si ça brise le cœur de dire à un enfant, ben, peut-être que peut-être qu'il faut que tu arrêtes en fait d'attendre cette personne parce que cette personne, elle n'a pas autant de place tu n'as pas autant de place dans sa vie qu'elle en a dans la tienne. Ça fait très mal, mais je me dis, franchement, il faut le faire. Faut le faire. Oui. Mais j'ai beaucoup de respect pour cette femme, d'avoir partagé son vécu, etc. Je suis pas en train de dire non, elle aurait dû faire ça, mais je pense que moi, dans sa situation, j'aurais fait les choses autrement. Oui, et en fait, la beauté de tout ça, c'est que chacun fait en fonction de son cœur et de ce qu'il est capable de supporter. De la même manière que dans un couple, moi, il y a des couples, je vais voir, je vais pas en avoir, ça va pas me donner envie parce que je me dis, être en couple comme ça, pour moi, ça fonctionnera pas avec ma personnalité. Mais pour d'autres personnes, ça va très très bien. Chacun gère sa rupture, sa séparation comme il le souhaite. Ce qui... En fait, moi, ce que j'apprécie dans sa démarche, c'est que son enfant sait ce que sa mère fait pour lui. Et voit que... ou pour elle, d'ailleurs, je sais plus si c'est une fille ou un garçon, mais voit... En fait, il faut pas prendre les enfants pour des idiots. Tu sais, parfois, tu peux être en train de te discuter avec le père de ton enfant, t'as l'impression que ton enfant n'a pas capté, mais en fait, ton enfant a tout compris. Il sait exactement c'est quoi le sujet, machin, etc. Il va juste dire, ah, machin, on laisse tomber, ils sont en train de se disputer, ou l'enfant va aller partir faire autre chose, ou il va essayer de détendre un peu la tension, etc. Parce qu'il observe certaines choses. Et on a... là, on parle du fait d'avoir un enfant, de l'abandonner, de machin, etc. Il y a l'aspect de l'homme qu'il faut responsabiliser, mais il y a aussi l'aspect de la famille et des amis autour. Parce que moi, je suis désolée. Oui, bah c'est ça le point sur lequel je vais revenir, j'ai oublié, sur l'histoire dont tu as parlé là, avec le papa nigérien. Voilà. C'est ce que tu as dit que la belle famille, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Et en fait, moi, je me dis, tu sais, on se met beaucoup la pression en tant que femme. Si tu n'as pas un enfant à un certain âge, si tu n'as pas fait certaines choses à un certain âge, c'est limite, allez, prends ce qui vient et ça va aller. Il faut toujours faire très attention. Oui, on choisit la personne avec qui on va faire sa vie, mais il faut regarder aussi l'entourage. Et quand je dis regarder l'entourage, c'est pas parce que vous avez un entourage qui est pourri que la personne ne peut pas être une bonne personne. Ça, faut vraiment bien l'étudier. Mais il faut faire très 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 attention. Parce que, comme je l'ai dit, ma famille est pas parfaite, loin de là. Mais je pense que si un de mes frères avait un enfant dehors, et que du jour au lendemain, il décide d'abandonner cet enfant, refaire sa vie X années plus tard ou quoi que ce soit, je pense pas que ma mère l'aurait laissé vivre en paix. Je pense qu'elle aurait été sur ses côtes tout le temps en disant, mais en fait, c'est ta descendance, c'est ton ADN quelque part dehors, tu peux pas le laisser ton ADN dehors. Frérot. Franchement, à quoi tu joues? Surtout que on a des grandes familles où on sait pas trop qui est où, quand, comment, etc. Comme elle aurait pu dire, c'est tu vas te réveiller un matin, ta fille va tomber amoureuse d'un garçon et ce garçon, en fait, ça sera ton enfant. Ça sera ton demi-frère comme ça, là, voilà. Voilà, parce que comme elle dit le sang, ça se reconnaît toujours. Et peut-être qu'elle, elle va avoir l'impression d'avoir un coup de cœur, mais en fait, c'est son corps qui lui dit, mais en fait, c'est ton sang. C'est ta famille, mais j'ai lu un article là-dessus, ça m'a donné envie de vomir. Voilà. Ça m'a tellement donné envie de vomir. J'ai lu trop d'histoires comme ça, d'enfants qui ont été mis en adoption et qui tombent amoureux d'un demi-frère, etc. Parce qu'il y a cette chimie, en fait, quand tu trouves quelqu'un de ton sang, quoi. C'est effrayant. Et ça, c'est le genre de truc que ma mère dit. Donc, je pense que ma mère, elle aurait été capable de tirer les oreilles. Et moi, en tant qu'adulte maintenant, je me dis, mais bien sûr, quand je vois, tu vois, mes amis garçons, etc., qui peuvent faire des blagues sur certaines choses, j'ai dit, mais en fait, rigole pas trop là-dessus. Parce que si tu rigoles là-dessus, c'est aussi à nous de mettre un peu des limites. Je ne dis pas qu'on doit éduquer tout le monde. Parce qu'on n'a pas forcément le temps, on n'a pas forcément l'énergie d'éduquer tout le monde. Mais je pars du principe que collectivement, on peut faire un effort de remarquer que donc toi, tu rigoles d'un de tes potes. Tu me racontes l'histoire d'un de tes potes qui a couché avec une meuf, qui l'a mise enceinte, qui a décidé qu'il voulait plus la voir. La nana lui a annoncé qu'elle était enceinte, que lui voulait rien avoir à faire avec cet enfant. Et tu trouves ça normal. Mets-toi un peu à la place de cet enfant. Mets-toi un peu à la place de cette nana. Est-ce que... Enfin, je sais pas, on s'amuse jamais tout seul. Et surtout qu'ils aiment bien dire, oh ben non, moi j'aime pas le plastique. Bah écoute, en fait,
t'aimes pas le plastique, je prends pas la pilule. T'aimes pas le plastique, tu vas aimer beaucoup de conséquences. Tu vas pas aimer les conséquences. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Comme tu le dis, c'est pas une question d'éduquer. Hein. Pour moi, c'est une question de... tu sais, parfois, on dit qu'on n'a pas envie de... On n'a pas envie de stopper la paix, en fait. Genre, on passait tous un bon moment, on n'a pas envie de gâcher l'ambiance, etc. Oui. Pour moi, le fait d'entendre ce genre de choses et de pas pouvoir réagir, ça gâche mon ambiance déjà, donc vous allez l'entendre. Si vous vous mettez de mal à l'aise avec des informations comme ça, alors qu'on sait tous que c'est extrêmement nocif pour la société en général, vous allez nous entendre. Et c'est pas forcément l'éduquer, mais c'est juste, je veux entendre en fait que ce que tu dis, ça n'a pas de sens. C'est ça, et après c'est le côté de « Oh, elle m'a piégée ». Non, tu es un grand garçon. À partir du moment où tu as réussi à te déshabiller seul, tu vas aussi assumer seul. C'est pas mon dos. Mais tu sais que ça, c'est tellement drôle, parce que quand j'étais vierge et j'entendais les histoires de tomber enceinte, comme on disait l'expression, tomber enceinte, oh j'ai été piégée, oh accident, machin, je me disais, j'imagine que c'est possible, puisque je savais pas c'était quoi coucher avec quelqu'un. Quand j'ai vu toutes les étapes qu'il faut mettre en place pour coucher avec quelqu'un, j'ai dit, mais ils ont menti ces gens, pourquoi ils parlent de accident de quoi, de tomber de quoi? C'est quoi ces histoires? C'est quoi ces histoires de pièges? On est parmi les fous. Mais en fait, moi, c'est tout ça. Quand tu sais comment la biologie fonctionne, un accident, pour moi, c'est une femme qui a mal calculé son cycle et qui te dit, là, c'est bon, c'est ok. En fait, c'était pas ok parce qu'elle a oublié qu'à tel moment, tel truc, machin. Ça peut être une erreur. Ça arrive. Mais le nombre de personnes... les histoires de... On avait trop chaud dans le feu de l'action, on a oublié de mettre des protections. Non, c'est juste vous avez été un peu irresponsable et voilà. Mais il faut pas commencer à dire en fait, piège et accident, quoi. Non, mais c'est comme le... Alors, je veux bien qu'on a une fenêtre où on est très très fertile dans le mois ou quoi que ce soit, mais c'est comme... Pour moi, j'associe ça, et c'est peut-être très simple dans mon esprit, peut-être trop simple, mais comme les personnes qui tombent enceintes sous pilule. Je me dis que le risque que... Comme par hasard, tu rencontres une meuf, comme par hasard, elles sont en train d'ovuler, comme par hasard, tu n'as pas pensé, comme par hasard, comme par hasard. Ça existe. Ça existe, mais si ça t'arrive une fois, 2 fois, 3 fois, remets-toi un petit peu en question. Peut-être que tu provoques le destin. Mettre les soldats au repos, là. Et tu provoques le destin. C'est quel soldat dangereux comme ça? À un moment donné, il faut arrêter de toucher les gens. Mais ça, comment ça, une fois, 2 fois, 3 fois? C'est des choses qui arrivent. Moi, tu sais quoi? En plus, ce que je trouve trop drôle, c'est que il suffit d'une légende urbaine pour que quelqu'un respecte les codes de l'éducation sexuelle. Parce que moi, je me rappelle, j'avais entendu une histoire d'un gars, il avait... Franchement, je pense qu'il était mineur. C'était un couple, ils avaient 17 ans. Enfin, je dis un couple, non, n'importe quoi. C'est un mec de 17 ans. Il est en boîte de nuit. Déjà, il n'est pas censé être en boîte de nuit. Il est en boîte de nuit, il s'est chauffé avec une nana, et ils ont couché dans les toilettes de la boîte de nuit. Elle a eu des jumeaux. Boum. Voilà. Il a suffi d'un coup d'un soir dans les toilettes d'une boîte de nuit. Boum, des jumeaux. J'ai dit, Seigneur. Non, mais... Et moi, pardon, en fait... c'est trop. Non, mais moi, je me souviens que quand j'étais au lycée, il y avait une fille qui avait, je pense, mis fin à une grossesse 4 fois. 4 fois. Oh, et au lycée? Au lycée, ouais. Mon année de terminale, et je me disais, mais c'est pas possible. À un moment donné, enfin... Je sais qu'on ne donnait pas beaucoup de cours d'éducation sexuelle, on n'expliquait pas bien les choses, etc. Mais si ça t'arrive 4 fois, peut-être que tu peux pas prendre de contraception, peut-être que tu peux pas faire ça. Et je sais qu'aussi quand tu es jeune, avoir la volonté de stopper quelque chose, etc. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Mais je me dis que là, c'est plus un accident. Et je dis pas ça... Ah non, là, mais moi je me dis c'est plus du tout un accident. Il y a un niveau d'irresponsabilité à un moment donné, il faut le dire en fait. Voilà, et je dis pas ça dans le jugement, c'est que je me dis que soit elle a pas bien compris comment ça fonctionnait un cycle, soit on lui mettait la pression pour quelque chose, mais il y avait une action à mener là-bas, parce que c'est quand même, je pense, traumatisant de vivre cette expérience 4 fois. Alors peut-être qu'il y a des gens qui disent « Ah oui, mais c'est pas grave, mais il y avait aussi beaucoup de témoignages qui disaient que certaines femmes qui auraient abusé de l'avortement, elles ont malheureusement eu des difficultés par la suite pour avoir des enfants parce qu'un des avortements s'était mal passé, que du coup ils avaient... Tu vois, il y a toujours des conséquences. Oui, j'ai souvent entendu ça aussi. Et ça reste un acte médicamenteux ou chirurgical, mais ça reste quelque chose de traumatisant pour ton corps. De la même façon que
Il y a des gens qui passent des années et des années à faire des examens pour avoir des enfants. Ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Ils ont une incompatibilité inexplicable. Mais ces mêmes personnes, tu les mets avec des partenaires différents, ils peuvent avoir 10 enfants. Mais entre eux, ça ne fonctionne pas. Ouais. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres sur le fait de not all men. Moi, je me souviens que quand j'ai pris mon premier appartement, quand il y avait quelqu'un que je connaissais pas dans l'ascenseur ou quoi que ce soit, je ne mettais jamais l'étage de là où était mon appartement. Je descendais un étage plus haut, un étage plus bas, mais je ne mettais jamais l'étage de mon appartement. Parce que je me dis, si jamais il y a quelqu'un qui repère machin, en plus je vivais seule, je me suis dit, mais ça va pas à la tête. Ça va pas à la tête. Je vais pas inviter quelqu'un chez moi. Et donc, je faisais attention à ça. Quand je rentrais un peu tard, j'avais toujours les clés dans les mains. Quand je prends un Uber ou un truc comme ça, tu donnes une adresse un petit peu plus loin parce que tu veux pas forcément que le Uber connaisse là où tu vas t'arrêter. Et là, j'ai vu récemment, il y a une jeune fille qui rentrait de boîte de nuit. Elle a commandé un Uber, un Bolt ou un truc comme ça, un chauffeur de VTC, qui a eu le temps de s'arrêter sur la route, de l'agresser sexuellement et de la déposer chez elle. Et tu te dis, mais c'est pas croyable. Et en fait, moi, récemment, ça m'est arrivé parce que j'utilise beaucoup l'application Bolt. Et sur l'application Bolt, j'ai découvert que tu pouvais mettre un code de prise en charge pour déverrouiller l'itinéraire auprès du chauffeur. Et tu peux choisir, est-ce que tu mets ce code de prise en charge de 18h à 4h du matin, est-ce que tu le mets tout le temps, etc. Et moi, je l'ai mis tout le temps, parce que je me dis, ok, ça met une certaine sécurité, même si ça fait pas tout, mais ça fait une petite sécurité. On n'est jamais trop prudent. On n'est jamais trop prudent. Quand je vois qu'il fait tard la nuit, machin, j'ai toujours quelqu'un au téléphone quand je monte dans le Bolt en disant oui, je suis en route, j'arrive. Ah, est-ce que tu as préparé ci, est-ce que tu as préparé ça? Je vérifie toujours la route. S'il y a des virages que je connais pas bien, je me dis oh, c'est bizarre. Enfin, en tout cas, je suis jamais seule, vraiment dans un Bolt, surtout la nuit. Et après, il peut se passer n'importe quoi à n'importe quel moment, mais je suis d'autant plus vigilante par rapport à ça. Bien sûr. Il y a une réflexion qui m'a fait tiquer, c'est qu'à un moment donné, il y a un monsieur qui me prend en charge. Il me dit, donnez-moi, vous avez un code et tout. Je dis, oui, c'est tentant. Il me dit, c'est marrant, j'ai jamais vu ça sur l'application Bolt. Je sais qu'ils font ça sur Uber, mais depuis que je fais Bolt, j'ai jamais vu ça. Et bizarrement, ça m'a fait tiquer. Parce que je me dis, pourquoi tu te dis, tiens, c'est bizarre, j'ai jamais vu ça sur cette application. Mais je me sentais pas vraiment à l'aise. Et je me dis, Dieu merci, genre il est 17h30. Mais il me dit, oui, mais du coup, il me posait beaucoup de questions. Genre, mais du coup, vous avez fait comment pour le mettre en place, machin. Mais c'était pas des questions, genre, d'un papa, d'un frère, d'un cousin qui aurait pu diffuser l'information auprès de ses sœurs, ses cousines. T'as l'impression que c'était pas une curiosité saine, en fait. Ça avait l'air hyper malsain. Et j'étais hyper mal à l'aise dans sa voiture. Et je me suis dit, c'est trop, trop, trop bizarre. Et ça n'a pas manqué parce que le soir, j'en ai fait un cauchemar. J'en ai fait un cauchemar qui m'avait déposé, qu'il était rentré chez moi, enfin bref, que c'était horrible, tu vois. Et je me dis... Et en fait, tu vois, ça, ce qui m'agace, c'est que ce genre d'expérience, tu vas le raconter à n'importe quelle femme, et elle va te dire, oui, je comprends, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Mais on continue à nous faire croire qu'on a une sorte de paranoïa généralisée. Enfin, à un moment donné, je sais pas combien d'exemples... Moi, c'est là que je deviens vraiment vindicative. Je me dis, combien d'exemples il faudrait qu'on vous donne des niveaux de peur qu'on a déjà subis, des niveaux de danger qu'on a déjà subis, à chaque fois pour les mêmes raisons, pour qu'on nous prenne au sérieux. Exactement. En fait, c'est vraiment éreintant. C'est éreintant. Et d'autant plus, c'est encore plus éreintant quand tu te dis que moi, je pensais qu'on avait juste besoin de parler aux hommes de ces sujets. Mais non, c'est pas ça, en fait. C'est que quand on parle de patriarcat, quand on parle de masculinisme, etc., malheureusement, il y a des femmes qui adhèrent aussi à ce genre de raisonnement. Et je me dis, mais là, c'est vraiment la double peine, en fait. Parce que tu penses que t'es là, tu fais quelque chose pour le bien de toutes les femmes. Et même en interne, il y en a qui jouent contre l'équipe, quoi. Non, mais en fait, vraiment, qui jouent contre l'équipe. C'est hallucinant. Ça me fait penser aux Américains qui ont voté pour Trump et qui sont mariés avec des Mexicaines et que là, ils sont hyper énervés parce que Trump déporte leurs Mexicaines. Mais tu dis, en fait, c'était écrit noir sur blanc. Je ne vois pas pourquoi. Je pensais pas que t'allais prendre ma Mexicaine. Genre, elle est bien. Tu vois, pas les autres. Ça. Les autres, on s'en fiche, mais elle est bien. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'applications maintenant qui ont développé un service entre femmes où quand tu commandes ta course, c'est une femme qui vient
te récupérer, qui te dépose, machin, etc. pour limiter ce truc d'agression. J'ai encore plein d'autres exemples. Les soirées entre femmes, on va vous dire oui, mais vous exagérez, machin, etc. Mais combien de fois on a entendu que en soirée, en boîte de nuit, ça a débordé, il y a une fille qui s'est fait agresser aux toilettes, il y a une fille qui s'est fait agresser en rentrant. Et tu te rappelles ce que je t'avais raconté quand j'avais fait... Je suis allée boire des verres avec des collègues, s'il te plaît. Et en allant boire des verres avec des collègues, j'ai une boisson qui a été j'ai été droguée. Il y a une de mes boissons, j'en suis sûre et certaine, j'ai été droguée. J'ai bu un verre de rosé. Un verre de rosé, je n'ai jamais autant titubé pour rentrer chez moi. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bien sûr qu'on a envie de faire la fête juste entre femmes, parce que ce genre de choses, bizarrement, n'arrive jamais. Tu te rappelles, quand on a fait la première Galentine's, on a fermé le bar avec les employés. Les employés, ils n'ont pas arrêté de faire des éloges de notre soirée. Ils ont dit, on n'a jamais eu une soirée aussi peaceful, aucune embrouille, aucun verre cassé. Et la serveuse qui disait... Les toilettes sont nickel. Je sais pas quoi vous dire, mais merci. Revenez plus souvent. Enfin, mais franchement, posez-vous des questions. Elle voulait qu'on vienne tout le temps. Et là, elle nous a fait des câlins et tout. Non, mais vous êtes super. Non, mais franchement, et en plus, là, on parle du cadre des gens que tu rencontres dans la rue. C'est-à-dire tes collègues, c'est tes amis, c'est les connaissances, c'est tes moitiés, etc. etc. Mais tu as aussi le cadre intrafamilial. Et ça, on n'en parle pas assez. Parce que ça arrive beaucoup et la majorité des agressions, ça arrive dans le cadre familial ou le cadre très 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 proche. Et moi je me souviens très bien que j'avais une cousine qui faisait son mariage coutumier, j'étais très jeune et très fraîche, je pense que j'avais 15 ou 16 ans, et jusqu'à présent je remercie cette tante qui a été comme un ange gardien, parce que la configuration ou comment les choses se sont passées, si elle était arrivée ne serait-ce que 2 minutes plus tard, ça aurait pu prendre un tournant tout autre. Parce que, en fait, t'es là, toi t'es toute innocente et tout. En plus, comme c'est ta cousine qui se marie, en fait, chez nous, c'est devant nous les jeunes filles et les femmes de la famille, t'es là, tu sers tout le monde, tu fais des blagues. En sécurité, quoi. Voilà, tu t'es là et tout. Moi, je suis juste là. En plus, j'avais la responsabilité de m'occuper des enfants qui étaient dans les chambres là-haut. Donc, je passais beaucoup, je montais et tout. Tu commences ta puberté, tu commences à mettre tes premiers talons, tout ça. Tu fais, ah, papa, on va donner des trucs aux enfants en haut, on redescend, on fait ci, on fait ça, etc. Et en fait, je me suis retrouvée dehors. Mais cette personne est venue me parler dans un coin où bizarrement il n'y avait pas de lumière. Tu sais, t'as la lumière qui tape là, la lumière qui tape là, et là t'étais un peu dans un angle mort de la lumière, et j'étais là en train de me dire, ah bah voilà, au lieu de passer devant tout le monde, je vais faire le tour par l'extérieur, ça sera plus rapide, machin. 2 secondes après, je sens quelqu'un derrière moi, je me retourne, ah salut, depuis tout à l'heure, je te vois passer, machin, machin, et là ma tante est arrivée en me disant, ah bonjour, ça va? Ah mais vous faites quoi ici vous? Ah d'accord et tout, mais vous savez qu'elle c'est ma fille, ah oui mais non, je voulais juste un peu discuter, machin. Elle me dit, oui, mais pourquoi vous ne discutez pas à l'intérieur avec tout le monde? Pourquoi vous l'avez suivi ici dehors? Il faut discuter à l'intérieur. Parce que bon, il me dit, en tout cas, sachez que moi, c'est ma fille. Il faut retourner là où vous étiez. Et en fait, quand j'y repense, cette personne avait au moins 30 ans, 35 ans. Parce que ma cousine et moi, on a vraiment beaucoup d'années d'écart. Et je me dis... Et je suis désolée d'insister là-dessus, mais parce que vous n'avez pas toutes vu Néné, mais Néné, jusqu'à ses 25 ans, avait l'air mineur. Donc, c'est pas un truc de « Ah, je me suis trompée sur l'âge de gna 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 ». Non, c'est ça. Non, c'est pas ça. Et je me dis, tu vois, et je pense que ça fait partie des expériences qui ont renforcé chez moi la volonté d'être my sister keeper. Parce que je me dis, en fait, ma tante, dans l'euphorie du truc, elle pouvait ne pas prêter attention à moi. Je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas prêté attention à plein de choses. Mais elle, dans toute l'organisation, dans toute l'euphorie, elle avait gardé un œil sur les enfants, sur ce qui se passait autour. Il suffit d'une seconde. Il suffit d'une seconde. Je ne sais pas si elle a vécu quelque chose, je ne sais pas si on lui a déjà rapporté quelque chose, je ne sais rien. Mais ce que je sais, c'est que ce jour-là, chez moi, elle a activé un truc où je me suis dit, mais il faut toujours prendre soin les unes des autres. Et deuxièmement, si elle n'était pas... Il se serait peut-être rien passé, hein. Là, moi, mais en fait, on saura jamais. Dieu merci, on saura jamais, en fait. On saura jamais. Mais tu te dis, bah voilà, le nombre de copines que j'ai eues qui étaient en couple, qui te racontent un peu comment ça se passait dans leur couple, et qui te disent, oh oui, bah là, j'avais pas vraiment envie, mais il m'a un petit peu forcé, donc finalement, je l'ai fait. Mais là, tu sais, parce que t'es dans le cadre du couple, t'as l'impression que c'est ok, mais en fait, si on te force un petit peu quand t'es à l'extérieur, c'est plus ok.
Enfin, il y a beaucoup de Donc, choses. qu'est-ce qui fait que ça, c'est normal, en fait? Qu'est-ce qui fait que ça, ce serait plus acceptable? C'est vrai. Exactement. Et même, tu vois, ce côté où parfois, j'entends beaucoup d'histoires d'hommes qui vont frapper leur compagne, leur copine, leur sœur, leur machin, etc. parce que ils sont impuissants. Ils savent pas communiquer autrement que par les coups. Et qu'il y a que là-dessus où ils se disent, ben là, j'ai la supériorité. Mais sur le reste, financièrement, etc., t'as beaucoup d'hommes qui ne supportent pas qu'une femme gagne plus d'argent qu'eux. Ça crée chez eux un ressentiment tellement fort ils vont taper, ils vont agresser, ils vont avoir des aventures. Tout ça pour montrer que c'est quand même eux l'homme de la maison. Et en plus, quand on renforce dans l'idée que les hommes sont les rois, ceux qui décident, c'est eux la tête de la maison, moi j'ai pas de problème, hein. Vous pouvez être la tête de la maison, mais il faut être une tête bien faite. Parce que si tu me demandes de sauter un pont... en fait, qu'est-ce que ça veut dire une tête de la maison? Moi, ce qui m'embête, en fait, c'est la définition que certains se mettent en tête. Pour moi, la tête de la maison, c'est pas être le petit seigneur dans la famille, en fait. C'est pas ça. C'est pas tu rentres à la maison, on te ramène tes chaussons, etc. Enfin, j'ai l'impression que dans la tête de la majorité des gens, bah, c'est ça que ça veut dire être le leader du foyer ou quoi que ce soit. Moi, franchement, ça m'a été inculqué comme je pense que ça a été inculqué à la majorité des femmes. Et plus j'y réfléchis, et je me dis, mais en fait, la question de leader, en fait, c'est guider en fait, avec tes actions. Tu vois, peu importe qu'on parle de couple, qu'on parle de travail, qu'on parle de modèle de parents, etc. Peu importe, en fait, pour moi, quelqu'un qui est un leader, c'est quelqu'un qui, par ses actions, donne envie d'être suivi. Tu vois, donc pourquoi venir, en fait, et partir du principe que parce que t'as un pénis et 2 testicules, il faudrait qu'on suive les choses d'une certaine manière. Ben non, c'est pas ça être un leader. Ça, c'est être un enfant pourri gâté, qui veut quelque chose qu'il ne mérite pas, etc. Enfin, et vraiment, j'essaie de déconstruire le truc. En fait, j'essaie de déconstruire cette idée point par point, même si c'est quelque chose à quoi j'arrive pas du tout à m'identifier aujourd'hui. C'est vraiment, quand je dis justement que j'apprends à déconstruire tout le concept du mariage, c'est toutes ces choses, en fait. Je me dis que l'institution en elle-même, en fait, elle est basée purement sur le patriarcat, et c'est pour ça que tu vas te retrouver facilement dans des situations où la violence dans le couple c'est accepté. C'est de plus en plus fréquent de voir des hommes épouser des enfants. C'est de plus en plus fréquent de voir des hommes avoir plusieurs épouses, avoir des foyers détruits, etc. D'avoir toujours ce truc où l'homme est tout puissant. Et en fait, c'est vraiment ce modèle-là en fait, qui me dérange. J'ai envie qu'on soit une génération qui est capable de réfléchir à ce que le mariage représentait sur les générations précédentes et à réécrire cette histoire et à se dire, en fait, admettons, on a encore envie d'avoir ce modèle de monogamie et de créer une famille, etc. Mais sur quelle base on reconstruit ça? J'ai vraiment envie qu'on détruise toute la base parce que tout le modèle, là, pour moi, c'est un schéma, c'est un schéma pyramidal. On est tout en train de se faire arnaquer. Je sais pas pourquoi on continue à suivre ce schéma. Pour moi, il doit être reconstruit vraiment de fond en comble. Et le truc, c'est que on voit beaucoup de choses où quand un homme te parle un petit peu bien, tu te dis oui, mais lui, il parle bien. Mais si tu creuses un petit peu, c'est très creux. Le nombre de gourous masculins que l'on trouve sur les réseaux sociaux, où ils te disent oui, en tant qu'homme, tu dois te comporter comme ci, tu dois te comporter comme ça. Et nous, quand t'es une petite fille, on nous a tellement inculqué que le prince charmant va arriver sur son cheval blanc, il va nous sauver de tout ce qu'on est en train de vivre, de malheureux. Moi, je suis désolée. Quand le célibat n'a jamais été un fardeau pour moi. Là où j'ai certaines amies qui le vivaient vraiment comme un fardeau, et quand t'as 25 ans que t'es célibataire, elles te regardent déjà en disant putain, on est déjà en retard. En retard par rapport à quoi? En retard Après, par rapport à quoi? on va pas se mentir, hein. Moi je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui se disent vraiment non, moi dans ma vie c'est ça qu'il me faut, il me faut mon prince charmant, etc. Choix. Moi je peux l'entendre, mais par contre si on commence à avoir une conversation comme tu l'as dit et que tu creuses et ça reste plat, ça reste sans fond, ben non, en fait à un moment donné il va falloir que tu te remettes en question. Peut-être que ce que tu penses ce dont tu penses avoir besoin, c'est pas du tout ce dont tu as besoin au final, et c'est juste des tas de choses en fait que tu as assimilées et que tu n'as jamais déconstruit. Ben c'est ça, moi les 2 religions que je connais le mieux, c'est la chrétienté et l'islam. Et quand tu parles avec certaines personnes et qui te disent oui, que tu sois chrétien protestant, catholique ou quoi que ce soit, mais j'ai vu ça beaucoup chez les protestants où tu parles avec un homme et qui te dit ouais, moi mon verset préféré de la Bible c'est femmes soyez soumises à vos maris. Déjà là moi je me dis
ça va être un peu complexe. On va pas forcément s'entendre. Explique-moi, quels sont tes arguments, etc. machin. Ou que tu parles avec un homme qui dit oui, mais le Coran il dit que je peux avoir 4, 5, 6 femmes si elles sont toutes traitées pareil. Tu dis Michel, avec ton SMIC, tu vas toutes nous traiter pareil. Tu vas payer 5 maisons, tu vas avoir 5 trucs. Enfin, à un moment Et l'autre donné... fois, en plus, j'ai eu un débat comme ça avec des proches qui sont venus à la maison et tout. On discutait justement de ce passage dans l'islam où, en gros, on nous explique que, pour celles qui ne savent pas, hein, c'est ce qui est expliqué en fait dans le passage, c'est que tu peux avoir plusieurs femmes tant que tu es en mesure de satisfaire chaque femme. En tant que dans ton devoir marital en tant qu'homme musulman. Donc ça veut dire que tu es censé faire en sorte qu'elle soit comblée, que tous ces besoins essentiels soient comblés, qu'elle ne se sente pas délaissée par l'une ou par l'autre. Et toutes ces choses-là, en fait, si tu arrives à maintenir toutes ces conditions-là, tu peux avoir plusieurs épouses. Et en gros, moi, la réflexion que je m'en fais, en fait, c'est pour ça que pour moi, la religion, c'est une relation complexe, parce que je me dis que peu importe ce qui va être écrit dans un livre sacré, ça va être interprété et réinterprété. Il y a plein de gens qui ont lu ce passage et qui ont dit, tu vois, c'est écrit là, si je te donne 1 000 € et que j'ai une autre femme et je donne 1 000 €, eh ben tout va bien, ça veut dire que je respecte ma foi et on est dans le halal. Et moi, je me dis, ben non, en fait. Moi, si je fais ma réinterprétation de ce passage, je vois ça presque comme une blague, tu vois. De dire, ah, tu veux une deuxième épouse, bah, si tu es capable de faire en sorte que cette épouse, elle soit autant satisfaite que la première, si tu es capable de faire en sorte que ses factures soient payées de la même manière, de faire en sorte qu'elle ait chaud au même moment, qu'elle ait pas froid au même moment, que les enfants soient tous traités de la même manière, etc., vas-y, prends une deuxième épouse. Et toute personne qui a vu de près ou de loin un couple marié passer par des hauts et des bas sait que c'est impossible. C'est juste impossible. Et moi, je le prends vraiment comme ça, en fait. C'est comme si c'était ironique de dire, si tu penses que c'est possible, vas-y, fais-le. Mais moi, par ce que je viens de t'expliquer, c'est juste humainement impossible. Donc, vraiment, chacun son interprétation. Chacun a son interprétation, tout à fait. Chacun a son interprétation. Le truc, c'est que, tu sais, on peut avoir des idéologies différentes. Moi, j'ai eu des connaissances qui te disaient, parce qu'il y a certaines parties au Congo où la polygamie, c'est OK, elle te disait, moi, je serais OK d'être une deuxième ou une troisième épouse. Et je me dis, mais à quel moment tu es OK pour être une deuxième ou une troisième épouse? Moi, on est 1-1, on se bagarre 1 contre 1. Enfin, j'ai pas besoin, tu vois, d'avoir des rivales, des trucs comme ça. Le monde est déjà assez compliqué. D'ailleurs, merci pour ta reco. J'ai commencé à lire Les Impatientes. Oui. Yes. Très poignant. Merci. C'est très, très poignant. Et donc, du coup, c'est quelque chose où je me dis, quand t'as quelqu'un qui arrive, là j'ai parlé de la religion, mais ça peut être quelqu'un qui veut te dire oui, moi je veux faire du trading, je veux faire ça, etc. Et c'est là où je vous dis, il y a aussi de la manipulation psychologique, parce que tu as les pervers narcissiques, et ça c'est assez insidieux, où on va te dire ouais, mais il se présente le gendre parfait, et puis quand tu creuses, c'est la personne qui va te détruire, et tu peux prendre des années à t'en remettre. Il va te dire, ouais, mais moi, là, j'ai fait telles études, je vais faire tel truc, je fais du trading, moi, je suis un businessman, parce que c'est aussi la mode des businessmen, ouais, mais j'ai investi dans de la crypto, j'ai investi dans l'immobilier, moi, je veux être un mania, moi, je veux être ci, machin, etc. Et quand tu creuses, tu te dis, oh, waouh, le nombre de femmes qui se sont retrouvées avec des hommes qui ont dit, ah oui, moi j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, t'inquiète, je vais te rembourser, c'est juste une mauvaise passe en ce moment. Et puis t'as un grand cœur, tu l'aimes, tu te dis, je vais l'aider à le supporter, comme ça il va se relever, et comme ça sera pour nous deux. Mais la personne se barre et elle te laisse avec 20 000 € de dette, 5 000 € de dette, 3 000 € de dette, 40 000, 50 000 € de dette, et tu te dis, en fait, j'aimais cette personne. On a tous beaucoup rigolé de l'histoire d'Anne et de son histoire d'amour avec Brad Pitt, etc. Là, c'était très, très, très gros. Mais qui ne connaît pas dans son entourage, ou qui n'a pas été cette personne où tu te dis, mon gars, il peut pas faire ça, je vais l'aider à faire ça. Je vais lui donner les 50 balles, je vais lui donner les 100 € parce que ça va l'aider, je vais lui donner les 1 000 €, je vais prendre un peu sur mes économies, je vais lui donner parce que ça va l'aider. Ton amoureux ou un ami très proche, donc c'est cette même personne qui va user et abuser de toi. Ça va être une espèce de pyramide, un peu comme les trucs tupperware, où je prends 100 là, le Ponzi scheme, c'est comme ça qu'on appelle ça, je sais plus, les schémas Ponzi.
où tu prends là et tu te dis, bon voilà, ça me met un petit capital, tu empruntes là, tu rends là-bas, tu remets ci, tu remets là, quand telle personne te met un peu trop la pression, machin, etc. Et tu montes comme ça, où les gens te voient et te disent, waouh, la personne, elle est hyper bien réussie, mais il suffit d'un coup de vent un peu trop fort et tout s'effondre, quoi. Et c'est ça qui est très très difficile, parce que le not all men, j'ai l'impression que les gens voient ça comme ce sont tous des agresseurs sexuels, ce sont tous des pervers, ce sont tous des machins, mais ça s'étend dans tellement de sphères de la société et de la vie que tu te dis, c'est pas... vous êtes focusé sur un truc où vous dites, ah ben on pense que tous les hommes c'est des violeurs. Bah non, c'est pas ça. Je suis d'accord, tous les hommes ne sont pas des violeurs. Il y a des hommes qui sont très bien. Il y a des hommes qui sont pas des violeurs, mais il y a des hommes qui sont pas des violeurs et qui sont des pervers narcissiques. Il y a des hommes qui sont pas des pervers narcissiques, qui sont pas des violeurs, mais c'est des harceleurs en série. Il y a des hommes qui sont rien de tout ça, mais qui vont être complices, par exemple. Moi, je me rappelle il y avait eu une conversation là sur un sondage qui avait été fait sur des jeunes, où on leur disait, des jeunes hommes, on leur demandait en France, si ta sœur subit une agression sexuelle, etc., qu'est-ce que tu fais ? Ah, je vais trouver l'homme, etc., et je vais le tuer. Ça, c'était la réponse majoritaire. Si un de tes amis vient te voir et il te dit, putain, j'ai déconné, j'ai violé une femme et tout, la police me cherche, qu'est-ce que tu fais ? Ah non, mais si c'est une erreur qu'il a faite dans sa vie, je suis sûre qu'il peut se racheter, etc., je le protégerai. Donc, ces choses aussi, je suis désolée, on va vous mettre dans le même sac, en fait, à un moment donné, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe quand vous êtes entre vous. On ne sait pas si vous êtes complices, on ne sait pas si vous êtes capable de déconstruire certaines choses. Donc moi, je vais mettre ça tout dans le même panier, et après, je vais répéter encore que le men are trash, je ne sais même plus si c'est un truc que je dis au final, mais je dirais plutôt que moi, mon combat, c'est mettre fin au patriarcat. Et quand je dis patriarcat, c'est là que j'ai envie que les gens comprennent qu'on ne parle pas que des hommes. Le patriarcat, c'est le fait de privilégier la domination masculine. Pour moi, c'est ça. Et il n'y a pas que des hommes qui le font. On vient d'en discuter, on l'a dit, il y a des femmes qui protègent ça, enfin, il y a des mères qui vont protéger leurs fils dans ce genre de raisonnement, il y a des femmes qui vont inculquer des choses à leurs filles qui vont être catastrophiques, qui vont vraiment mettre l'homme au-dessus de tout et qui vont nous porter préjudice comme pas possible, merci. Et en fait, pour moi, c'est vraiment ce truc, en fait, c'est difficile à entendre, mais je suis pas d'humeur à donner la main. Je suis pas d'humeur à donner la main aux gens, mais j'ai juste besoin de réitérer cette définition, c'est que le patriarcat, c'est la domination masculine. Mettre fin à la domination masculine, pour moi, c'est ça que ça représente le féminisme. Voilà. Après, qu'on soit d'accord avec ce mot ou pas, ou quoi que ce soit, normalement, il ne devrait pas avoir de terme pour ça, peut-être. Peut-être qu'il devrait juste avoir un terme de, voilà, une personne normale ne voudrait pas que le patriarcat soit un fait réel. C'est tout. Après, moi, je vais, pour clôturer un peu le sujet, là pour le podcast, mais pour ouvrir le débat sur toutes les plateformes comme on le fait à chaque fois, et pour nuancer un petit peu, toujours dans la préparation de cet épisode, je suis tombée sur une histoire d'un jeune homme qui risque 30 ans de prison parce qu'il a agressé son beau-père avec une batte de baseball parce qu'il le soupçonnait de violence sur sa mère. Voilà. Donc, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont utiliser cet argument en disant, mais vous voyez, quand on essaye de s'en mêler, ça nous retombe dessus, etc. Ok, peut-être. Ouais. Mais je peux vous donner plein d'exemples de personnes qui ont fait des choses beaucoup plus graves et pour qui la carrière se porte parfaitement bien. On va citer comme ça Bertrand Cantat, continue à faire des concerts, des festivals, tout va bien dans sa vie. Tout va bien dans sa vie, vraiment. Voilà. Mais oui, son image est ternie à jamais, mais il continue à faire de l'argent, il continue à faire sa carrière sans problème. Donc, voilà. Et en fait, et vraiment pour conclure, ce qu'il y a, c'est que moi, ça m'embêterait pas si tu me dis tous les hommes sont pas comme ça. Réfléchis dans ton entourage et quand on fait un sondage sur 10, 15, 20 filles, il y a peut-être que 2 filles qui sont capables de te citer un événement qui peut être un peu tendancieux. Sauf que je peux vous promettre que si on prend 20 filles maintenant, il y en a au moins une qui a une histoire. Si c'est pas 100%. Moi, si c'est pas 18. Moi, j'aurais dit 18, mais bon. Moi, j'aurais dit sur 100%. 20, franchement, je te jure, je mets ma main à couper 18. Minimum. Voilà, moi, je serais presque
prête à dire 100%, mais c'est pas comme ça qu'on fait une étude. Mais... Oui. Voilà. Mais nous, on aime bien arrondir. Mais en fait, en vrai, je dis 18 sur 20 parce que je sais qu'il y a des personnes, comme on l'a dit au début, qui ont vécu des situations qui sont graves et elles n'en ont pas encore pris conscience. Moi, c'est juste ça. Mais sinon, je suis convaincue qu'en termes de vécu, c'est 100%. C'est 100%. Voilà. Parce qu'il y a tellement de niveaux, ouais. Bref. Voilà, merci d'avoir suivi l'IFOP et l'INSEE. Voilà, c'était notre TED Talk. Pour finir sur une note un peu plus joyeuse après ce sujet qui est un petit peu lourd et que je sais que parfois nos propos vont peut-être être mal interprétés, c'est peut-être parfois un peu maladroit. C'est une réflexion qu'on mène avec vous. On vous a donné un petit peu ce que nous, on essaie de faire dans notre quotidien pour faire en sorte qu'on aille vers un monde meilleur où on peut comprendre que c'est pas tous les hommes, mais certains ont des comportements assez bizarres, pour ne dire que si peu. Mais je dirais quand même qu'à la fin de cet épisode, s'il y a des personnes qui ont commencé cet épisode et qui étaient convaincues que c'était normal de dire not all men, et qu'elles finissent cet épisode et qu'elles seraient encore froissées si elles entendaient quelqu'un dire men are trash et qu'elles répondaient not all men, je ne sais plus quoi faire. Je suis à genoux, je ne sais plus quoi faire, je ne peux plus vous aider, je suis perdue. Dans le men are trash, il y a quand même la nuance où on a conscience que tous les hommes ne sont pas mauvais. Mais on parle de ceux qui sont mauvais. C'est comme la différence. C'est eux qu'on montre du doigt là. C'est une si différence tu te sens visé, c'est que toi aussi tu es dedans. C'est ça qu'il faut retenir. Parce que moi, quand on me dit « Ah, les femmes noires, elles sont vénales. Ah, les femmes noires, elles sont ceci. Ah, elles sont truc. » Je n'ai pas à le prendre aussi personnellement. À moins que tu aies des arguments clairs, on va avoir des arguments clairs, on va débattre. Mais je ne peux pas le prendre pour moi-même si je sais que je ne le suis pas. Pourquoi je me sens aussi affectée ? Comme on a tous étudié la langue de Molière, il y a une différence entre une femme et une différence entre la femme. La femme inclut toutes les femmes, une femme, alors qu'une femme cible une seule personne. Ça, c'est qu'on apprend quand on est à l'école primaire, en français. Merci les bêcheries. Et au début du collège, une femme, la femme. Un homme, l'homme. Donc, quand on dit men are trash, des hommes sont mauvais. C'est pas les hommes sont mauvais. Des hommes sont mauvais. Et qu'est-ce qu'on fait pour ces hommes-là ? Voilà. Mandaya, qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment ? Je sais pas, Dédé. En fait, je pensais qu'on allait faire cet épisode et que ça allait ça allait m'apaiser, mais je suis encore en colère. Oh non, c'est trop. Non, moi, je sais ce qui te rend heureuse en ce moment, c'est que tu joues à ta console. Parce que c'est ça qui nous rend toutes les deux heureuses en ce moment, c'est qu'on a pu geeker en paix. Moi, j'étais sur mes Sims, Daya était sur son truc. Ça faisait si longtemps. Et on s'appelle, on s'est dit, ah oui, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. J'ai dit, oui, mais laisse-moi 2-3 heures pour finir. Là, j'ai fini mon jardin. Le jardin est beau. Voilà. J'ai changé la maison. Attends, parce qu'il y a un truc que j'ai oublié de t'envoyer. C'est trop marrant que tu me dis ça, tu viens de me rappeler. J'ai vu une meuf qui tweetait que pendant des semaines, ma tante, elle croyait entendre des voix la nuit. Elle pensait qu'il y avait des esprits, alors que c'était mes Sims qui parlaient en Sims. J'étais morte de rire. Non, mais ça, oh my gosh. Ça sera un petit truc, mais ça faisait très très longtemps que j'avais pas joué à ça. Mon entourage me regarde, me juge en disant à ton grand âge. J'ai commencé ça, je crois que j'avais 10-11 ans quand j'ai commencé à jouer aux Sims. J'en ai aujourd'hui 35. Waouh. L'engouement est toujours là. Et genre, t'as pas mis ça sur ton CV, ça va pas ou quoi ? Non, mais franchement, plus de 25 ans d'expérience en Sims. Pardon, moi je le mets sur mon CV. Franchement, je me souviens avoir mes premiers petits boulots, économiser un petit peu d'argent pour acheter des extensions. Il n'avait pas autant que maintenant. Néné Simsologue. Simsologue, vraiment. La seule langue que je parle pas, c'est le sul-sul. Mais tu vois, j'ai joué aux Sims 2, Sims 3, Sims 4. Un truc qui m'a mise en joie et qui m'a redonné envie de jouer aux Sims et que je me suis organisée pour pouvoir simser, c'est que ils ont fait une mise à jour des Sims 4 où ils ont réintégré les cambriolages. Et pour les personnes qui jouaient aux Sims à l'époque des Sims 1 des Sims 2, non, mais parce que dans les Sims 2, c'était trop drôle, tu pouvais mettre une alarme et quand tu mettais pas l'alarme, tu devais réveiller ton Sims pour qu'il appelle la police. En attendant que la police elle arrive, tu te battais avec le voleur. Enfin, il y avait tout un truc autour de ça. Si, je te promets. Et maintenant, je comprends pourquoi t'aimes les Sims. C'est love and hip
hip-hop. En fait, c'est trop love and hip-hop, les Sims. Et en fait, dans les Sims 4, depuis qu'ils ont lancé le jeu, je pense qu'avec les mods et les machins, etc., c'était pas possible de réintégrer les cambriolages, les cambrioleurs, etc. Je trouve que c'est moins excitant que dans les Sims 2, mais en tout cas, ils ont remis les cambriolages et maintenant tu peux upgrader ton alarme, ça peut prévenir automatiquement la police, ça peut taser le cambrioleur. Enfin, il y a beaucoup de petites choses. Non, mais ce qui me fait rire, c'est quand on dit aux gens, ouais, t'écoutes une conversation, faut écouter dans le contexte. Là, quelqu'un qui t'écoute comme ça, il sait pas que tu parles des Sims. Ouais, maintenant il y a des cambriolages, c'est trop bien et tout. Voilà. L'autre fois, j'ai vu une personne qui disait ouais, franchement, j'étais soulagée quand les services sociaux, ils ont pris mes enfants. Et tout le monde disait, mais tu peux pas préciser que tu parlais des Sims? Ça va pas ou quoi? Non, mais voilà, c'est des trucs que tu peux t'embrouiller. Et à un moment donné, j'étais vraiment deep in the rabbit hole où je regardais des vidéos de personnes qui créent des histoires avec les Sims. Et tu es là, et la personne, elle fait la voix off, et tu dis, ouais, Rachida, elle va aller voir machin, il va se passer ça. Non, comment ça? Il est avec Maya, mais il m'a dit qu'il était avec son cousin, des trucs et tout. Et t'as vraiment une communauté des gens qui créent des packs. Bref, c'est tout un truc, je pourrais en faire un épisode. Non, c'est magnifique. Attends, t'as vu comment on est obsédé par la Congolaise là, qui a fait le Sims Congo? C'est magnifique ce qu'elle a fait. C'est trop beau, mais ça, c'est des heures et des heures et des heures et des heures et des heures de travail, de développement, de trucs. Mais franchement, c'est... En tout cas, au cas où je ne l'aurais pas fait, je vous annonce que je suis une passionnée des Sims. Je pense que sur les Sims 4, j'ai quasiment toutes les extensions, à part les vampires et les extraterrestres et Star Wars. Là, il y a une nouvelle qui est sortie. J'essaie d'être une personne raisonnable. Je me dis quand même, est-ce que vraiment le truc est sorti il y a un mois? Est-ce que tu as besoin de l'acheter tout de suite? Ou est-ce que tu peux patienter un petit peu? Enfin, la réponse était non, et voilà. La réponse c'était, je suis une adulte, je fais ce que je veux, d'accord? Non, mais la réponse est, je patiente, parce que en vrai... Les Sims, c'est très bien, mais c'est un truc tellement chronophage où tu te mets dedans, tu te dis, je vais jouer juste une petite heure, ça va me détendre. Tu lèves la tête, il est 3h du matin. Non, parce qu'une bonne partie, en soi, c'est combien d'heures? Mais il y a pas d'heure. C'est pas... C'est bien ça le problème, voilà. C'est une vie, tu joues à la vie, donc... Il y a pas d'heure, moi, le nombre de fois... Je vois pas comment ça peut prendre fin, en fait. Non, mais le nombre de fois où quand j'étais étudiante en vacances et tout, en vacances d'été, où tu te dis, je vais jouer vite fait aux Sims, donc tu t'y mets à 14h et tout, tu relèves la tête, il est 19h, tu te dis, je vais manger un petit truc, je vais rejouer un petit peu, tu relèves la tête, il est 2h du matin, tu dis, oh non, je finis juste ça. Et là, tu te dis, c'est pour ça mon ventre était creusé comme ça, je comprenais pas. Voilà, 2h du matin, tu dis, je finis juste ça vite fait, il est 7h du matin, et en fait, t'as fait une nuit blanche. Wow. Et donc, je suis heureuse d'être une adulte avec des responsabilités parce que ça me restreint un peu. Mais je vous promets que si vous me mettez les Sims, je peux faire une semaine sans mettre un pied dehors et je joue toute la journée aux Sims, je fais des petites siestes, je me réveille, je m'y remets, etc. Je peux faire ça pendant une semaine, je ne serai pas fatiguée. C'est pas normal, parce que ça ne me paye pas. Mais si vous voulez me payer pour faire ça, je serai ravie. Je vous inventerai des depuis, histoires, on a dit qu'on va aller embêter les nanas de chez Afro Gamers. C'est ça qu'on Parce doit qu'on a enfin trouvé notre tribu. Quand on les a rencontrés, on a dit, mais on savait pas que vous existiez. Nous aussi on joue. Tout à fait. Je te jure. Voilà, donc c'est ça qui nous rend heureuse en ce moment, c'est de geeker chacune sur nos jeux. On se fait des updates. Moi, je comprends pas son jeu, elle comprend pas vraiment le mien. Je lui envoie des vidéos, je dis, tu peux faire ça. Elle me dit, oui, mais moi, j'ai fait ça dans mon jardin. J'étais là, waouh, trop bien. Voilà, c'est ça. J'ai planté des tulipes pour toi dans mon jardin. C'est my favorite. Oh là là, elle me drague. Elle me drague. Voilà, merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode va vous aider à pousser un peu plus loin votre réflexion. Peut-être que vous allez nous contrecarrer avec des arguments, toujours dans la bienveillance. On est là pour avoir un dialogue ouvert, mais dans la bienveillance. On discute sur Instagram, sur Twitter, sur Not Gonna Lie si vous avez peur qu'on vous retrouve. Ou que vous avez juste pas envie de dévoiler votre identité. J'ai dit ça comme si vous étiez recherché. On n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. Et on peut se parler aussi par email si vous avez l'impression que c'est trop long ce que vous avez à dire et que vous voulez développer en argument, contre-argument, thèse, antithèse, synthèse. C'est ça qu'on apprend quand on est à l'école.
On va lire ça calmement avec notre petit café, notre petit thé, petit matcha. Et on va réagir, prendre des notes, tout ça et vous répondre. Et voilà, c'est ça qu'on fait. On est là pour discuter, échanger, grandir ensemble. Et surtout, on se souvient, I am my sister keeper. Même si une fille, on la connaît pas, il y a un truc un peu bizarre, et il suffit d'une personne qui se lève, qui prend la parole, et ça peut changer tout le cours d'une situation. Et bien, à très très bientôt pour de nouveaux épisodes du Thé Noir Podcast. Bisous, bisous. Bye.